Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Éric Chanet. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, ça vient de tomber. On s'en doutait un petit peu. Voilà, Donald Trump, c'est officiel, accorde un nouveau délai aux Chinois donc pour trouver un accord commercial. Donc, pas de surtaxe douanière le 1er mars. Vendredi, c'était un peu là, cette deadline qui faisait un peu office d'épouvantail pour les marchés. Qu'est-ce qu'on se dit de cette prolongation de la trêve? Ça montre quoi? Que ça avance, que les négociations avancent, c'est ce qu'on entend des deux parties, que c'est pas facile de trouver un accord, voilà, mais qu'ils veulent s'entendre, on peut le voir un peu comme on veut. Pour les marchés, c'est clair, c'est une bonne nouvelle, il n'y aura pas de hausse de taxes vendredi. Oui, on verra dans 3 mois. Juste avant d'en venir Ouais. à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, un mot, j'ai bien écouté ce que Mathieu Plane disait. Juste avant, donc, les est-ce prélèvements. que tous les Français doivent-ils payer l'impôt sur le revenu? C'était absolument passionnant. Il y a une dimension qu'il faut rajouter à son analyse par ailleurs excellente, c'est la redistribution. Lorsque les travaux de Camille Landais et de Piketty ont montré qu'il y avait une certaine dégressivité pour les plus hauts revenus, Ouais, en termes de pression En fiscale. réalité, en termes de pression fiscale. en réalité, ça ne tient pas compte du fait que dans la redistribution, c'est-à-dire par exemple les retraites, les droits aux allocations, Ouais. elles sont limitées. Et que donc, si on introduit la redistribution par tout ce que l'État redistribue, Ouais. prend à Pierre pour donner à Paul, alors cette régressivité disparaît. Et donc on ne peut pas regarder que les prélèvements, il ne faut pas seulement regarder la Voilà, les façon prestations. dont l'État prélève, mais aussi dont il redistribue. Et dans la redistribution, il y a énormément de progressivité. D'ailleurs, c'est très bien, ça a réduit les inégalités dans notre Oui. pays, et ça les a gardées à peu près constantes au cours des 20 dernières années. Contrairement à ce qu'on entend un peu dans Exactement. dans le débat public. Alors, Allez, on revient revenons- à nos moutons américains Revenons et chinois. oui. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on se fait avoir, que la stratégie Par qui? de Trump Ah. est je veux à tout prix pouvoir tweeter. J'ai un deal avec les Chinois, vous voyez comme je suis fort. D'ailleurs, on m'appelait le deal maker. Et donc, passons à un autre sujet. Par exemple, ces Européens qui nous exportent leurs voitures allemandes euh, et qu'il faut certainement taxer pour que les États-Unis soient mieux traités. Pourquoi je dis qu'on a l'impression de se faire avoir? Parce que, dans le fond, le différent entre la Chine et les États-Unis, c'est en grande partie un différent entre la Chine et le monde développé sur les technologies. La Chine s'est comportée d'ailleurs comme le Japon l'a fait il y a longtemps, mais d'une manière beaucoup plus systématique, à une beaucoup plus grande échelle. La Chine a en quelque sorte emprunté, pillé, développé aussi parfois, la technologie développée aux États-Unis, mais aussi développée en Suède, en France, au Royaume-Uni, au Japon. Et vraiment, la négociation entre les États-Unis et la Chine porte avant tout sur ces Ouais. questions de droit de propriété Donc la intellectuelle. guerre commerciale sur les tarifs douaniers, c'est l'arbre qui cache la forêt? Exactement. Mais il faut bien avoir, du point de vue américain, un moyen de faire céder les Chinois. Comme les Chinois exportent beaucoup plus aux États-Unis que les États-Unis l'exportent en Chine, c'était un bon moyen d'y arriver. Et là, on a l'impression que le président Trump, parce qu'il veut à tout prix avoir un Il deal, est trop pressé d'annoncer ce deal C'est parce qu'il y a des exactement. élections. Il va rentrer en phase de campagne électorale. Et on en a eu l'exemple le plus extraordinaire, puisque ça a été filmé dans le bureau ovale, d'une altercation entre le président Ouais. et Robert Lighthizer, qui négocie avec les Chinois et qui, lui, je peux vous le dire, Il- connaît son dossier parfaitement. Il est rigoriste, lui, hein, pour le coup. Et- Il est dur, il est faucon, lui, dans les négociations. Peut-être qu'il est faucon, mais Par il rapport à connaît Steven parfaitement Mnuchin. le dossier. Vous Ouais. avez d'un côté quelqu'un qui sait tout sur la négociation et de l'autre côté quelqu'un qui tweet. Que s'est-il passé? Le Twitter a dit ah, moi je n'aime pas les Memorandum of Understanding, c'est pas sérieux, etc. Et Lighthizer, c'était une conférence de presse dans le bureau ovale, a dit mais attention, on est en train de tout négocier point par point avec les Chinois. Et c'est ce qui s'appelle un MOU, Memorandum of Understanding. Et non, 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 c'est pas bien ce qu'il faut arriver, c'est un accord, etc., un deal. Et Il l'a on recadré. voit- Donc on voit- Trump l'a recadré. Non, c'est l'inverse. Ah oui, C'est son ministre qui a recadré son Oui, mais président devant tout le monde. Bien sûr, mais dans les faits, on sait bien que c'est in fine, c'est Voilà. Trump malgré tout qui. Voilà, mais vous voyez pourquoi je dis que c'est un petit peu inquiétant, parce que finalement, Mais nous, ça montre quoi? nous autres- Ça montre bien que Trump veut un deal. absolument. Mais nous autres Européens, pour une fois, on était, je crois, on avait des intérêts assez alignés avec les Américains, qui ont un pouvoir de négociation, il ne faut pas se le cacher, bien supérieur à Ouais. celui que nous avons. Et on a l'impression que pour avoir un deal, comme vous le disiez, le président américain est prêt à tout lâcher, y compris sur la propriété intellectuelle et sur la technologie. Donc moi, par c'est son- quelque ouais. chose qui m'inquiète. De par son empressement, l'empressement du président américain,
Washington ne pourra pas réellement faire céder sur les points Alors, importants. l'histoire n'est quand même pas terminée. Hein, l'histoire n'est quand même pas terminée. Ça a été repoussé de 3 mois. Certains, mais ça c'est vraiment de la question de la c'est tactique. 3 mois, j'ai pas eu la Oui, date. c'est la question de la tactique de négociation. Certains disent non, il aurait fallu augmenter les tarifs pour forcer les Chinois à plus céder. D'autres disent ben non, il faut continuer à discuter. Donc je pense que l'affaire n'est pas tout à fait terminée. Le lobby technologique, si je puis dire, qui est américain mais qui est aussi mondial, je crois, va continuer à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils négocient correctement. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que les États-Unis exportent beaucoup de choses dont la Chine a besoin. C'est à la fois de la très haute technologie. Huawei ne peut pas fabriquer ses chips sans importer des chips américaines, mais les Chinois ont aussi besoin d'importer des denrées alimentaires. Ouais. Ils ont besoin à tout prix d'importer le soja américain. Et donc ça devient intéressant. Ça veut dire que dans la négociation entre la Chine et les États-Unis, les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. C'est pour ça que finalement, je me dis, regardons ce qui va se passer. Cette négociation n'est pas terminée malgré cette précipitation du président. Ouais. Sachant qu'on a compris donc la lutte au-delà de la guerre commerciale, encore une fois de la réduction du déficit bilatéral entre la Chine et les États-Unis, à vous écouter, c'est la suprématie technologique, encore une fois, qui est en jeu derrière tout ça, suprématie technologique mondiale. Et là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop ce que Pékin va lâcher, encore une fois, sur les transferts forcés de technologie. On a du mal d'ailleurs à voir quelles sont les concessions. On entend des ci et là, on entend qu'il pourrait acheter effectivement plus de soja, plus de gaz naturel. On ne sait pas vraiment pour l'instant ce que la Chine est prête à lâcher, à concéder. Non, je pense quand même que de l'autre côté… Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un report de la trêve, quoi, c'est tout. De l'autre côté, il y a des moyens de pression extrêmement forts. Si Huawei est interdit de vendre sa technologie dans les marchés développés, Huawei la vendra en Chine, bien entendu, mais c'en sera terminé de Huawei. Si au moment où la peste porcine est en train de se développer en Chine, elle est partie d'Afrique et petit à petit, elle a passé les frontières, et donc les Chinois ont absolument besoin d'importer ce fameux soja américain. Si tous ces éléments-là sont mis les uns à côté des autres, on s'aperçoit que les Chinois devront, de mon point de vue, céder plus que ce qu'ils ont cédé jusqu'à présent. Pas pour les raisons qu'on pourrait imaginer. Pas forcément pour les raisons qu'on peut imaginer, mais en réalité parce que l'économie mondiale est tellement imbriquée, et la Chine est au centre de cette imbrication, qu'il n'y a pas de choses unilatérales. Si je cède sur quelque chose, il faudra bien que mon adversaire cède, ou en fait mon partenaire, parce que la Chine et les États-Unis restent partenaires, cèdent sur autre chose. Donc n'oublions pas ça, les Chinois devront céder. Ce sont des gens qui sont de très fins négociateurs, ils peuvent faire semblant de céder, et ensuite on s'aperçoit qu'ils n'ont pas changé leur pratique. Il faudra d'ailleurs, supposer qu'il y a un accord, pardon je vous coupe, il faudra vérifier que l'accord soit réellement mis en œuvre, mais réellement appliqué. Voilà. Ça c'est une autre paire de manches. Et on le voit avec la Corée que c'est la dernière des choses qui intéresse le président Trump, de savoir si un accord est appliqué. On sait très bien que la seule chose qui compte pour lui, c'est sa candidature en 2020. Vous avez commencé en disant, on est peut-être en train de se faire avoir par Trump, et vous disiez aussi en même temps que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. On commence à comprendre la position du président, mais je pense que la négociation n'est pas terminée. Oui, je veux dire, ce qui m'inquiète, c'est que si les États-Unis disent, bon, il nous faut un deal, que c'est finalement la position du président. A priori, en mars, ça sera en Floride, dans sa résidence. Voilà, exactement, à Mar-a-Lago. Le président ne contrôle pas tout aux États-Unis, très loin de là, et Trump encore beaucoup moins que d'autres. Son administration, en général, est assez vent debout contre lui. Il a maintenant le Congrès contre lui. Donc les choses ne sont pas si faciles. Ce n'est pas parce que Trump veut un deal qu'il l'aura forcément. C'est pour ça que je dis qu'il faut un petit peu attendre. Il faut voir comment les choses vont se passer. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans l'hypothèse où Trump force ce deal, ensuite, il se retourne contre l'Europe, parce que ça faisait partie de son programme. Il se retourne contre les importations automobiles. Ouais. Alors en France, on a tendance à un petit peu sourire, c'est les Allemands. On ricane. Bah oui, on ricane parce que les Américains n'achètent pas beaucoup de voitures françaises, à ce que je sache. Quand on croise des Mais Peugeot, ce qui touche l'Allemagne nous touche immédiatement, car le plus gros marché à l'exportation de la France, c'est l'Allemagne. Aujourd'hui, on est très content. Les salaires courent à 4% en Allemagne. Les Allemands achètent des produits français. Très bien, très bien. Oui, mais s'il y a un nouveau coût porté à l'Allemagne via des tarifs sur les automobiles, eh bien, notre marché à l'exportation allemand souffrira et nous en souffrirons également. Ouais. Pour l'instant, les positions ne sont pas trop alignées entre les Français et les Allemands sur ce dossier-là, mais pour l'instant, il n'est pas rouvert. Mais on a compris effectivement, Trump est en train de clore la négo, enfin, c'est bien compris, avec les Chinois pour ouvrir un nouveau front face aux Européens, parce qu'ils passent toujours d'un sujet à l'autre, ça on l'avait compris. Les marchés saluent aujourd'hui le fait qu'il n'y ait pas donc justement cette escalade dans la guerre commerciale. Il semble un peu les marchés déjà parier sur le fait que cette guerre commerciale est terminée.
Oui, C'est alors je pense ce qui a que poussé avec la Fed les marchés à la hausse. je pense que vu du côté des marchés, qui sont assez pragmatiques, s'il y avait eu un relèvement de 25% des droits de douane Vendredi. américains, les choses se seraient mal passées pour le commerce mondial et donc pour l'économie mondiale et donc pour les profits des entreprises et les marchés d'actions auraient dû le mettre dans les prix. Bon, cette perspective a disparu. Ça ne veut pas dire que les marchés considèrent que la guerre commerciale est terminée, mais qu'au moins cet épisode est moins probable qu'il ne l'était auparavant. Ceci dit, ce qui me semble être le principal moteur pour les marchés aujourd'hui, on va peut-être y venir, c'est plutôt les banques centrales que cette histoire de négociation entre les États-Unis et la Chine. Justement, Wall Street qui enchaîne sa 9e semaine de hausse, encore une fois, consécutive. Plus longue série de hausses d'affilée depuis 1995, Eric Chanet. On se dit quoi? Voilà, on a corrigé les excès à la baisse, et voilà, on recorrige la correction. Ou est-ce qu'on se dit que ouais, voilà, ça va trop vite? Oui. Ça va trop vite pour vous? Non, c'est juste, on a juste corrigé voilà, l'emballement à la baisse. Oui, je me souviens, David, qu'on en parlait. Vous aviez la même question il y a un an à peu près. Et moi, j'étais relativement optimiste. Je pensais que les marchés. Il se passait quoi il y a un an? Il se passait quoi il y a un an? Je me souviens plus. Oh, il se passe toujours plein de choses. Oui. Mais je pensais que les marchés avaient encore de la ressource pour monter, les marchés d'actions en particulier. Ça s'est produit, puis ils se sont cassés la figure en décembre. Et le point le plus important qui, à mon avis, change radicalement la situation pour les marchés, on l'a aperçu, si je puis dire, par un élément subjectif. Lorsque Jay Powell, le président de la Fed, s'est adressé à tout le monde pour expliquer pourquoi la Fed finalement ne continuerait pas à remonter les taux, début janvier, et peut-être même reviendrait sur la réduction de son bilan, on a eu l'impression de voir un homme qui a eu peur. Je sais pas, quelqu'un a écrit cet homme a vu le précipice, il a vu quelque chose d'épouvantable et il est encore choqué de ce qu'il a vu. Et je veux vous dire très franchement, ceci m'inquiète. La Fed n'a pas réagi à de mauvaises données économiques, n'a pas réagi à une inflation qui sasserait la figure. Dire, l'inflation sous-jacente est toujours à 3%, mais la baisse des marchés a terrifié la Fed. Et du coup, la Fed a changé de politique en raison de la réaction anticipée par les marchés. C'est inédit ça dans l'histoire? C'est pas inédit, mais si vous voulez, là, l'histoire commence à s'accumuler depuis 1987. À chaque fois que les marchés se cassent la figure, la Fed considère qu'il faut absolument remettre de la liquidité dans l'économie ou cesser les actions qu'on menait auparavant. D'autant que la correction, 15%, c'est une correction, mais ce n'est pas non plus un effondrement. Enfin, c'était quand même très violent. C'était violent. C'était très violent, c'était très rapide. Les marchés se sont rattrapés depuis. Et c'est un petit peu ça qui m'inquiète maintenant. Parce que lorsqu'on regarde le cycle économique, les États-Unis ralentiront cette année. C'est à peu près inévitable, puisqu'il y a eu un stimulus budgétaire, ça ne marche qu'une seule fois. Et donc l'année d'après, on s'aperçoit que c'est un fusil à un coup, comme vous le dites. Les analystes, je n'en fais pas partie, mais les analystes nous disent pour les earnings, pour les profits, ça sera plutôt plat cette année, ce qui n'est pas mauvais. Dire, les entreprises sont rentables. Mais on vient d'une croissance à 2 chiffres. Mais les marchés, les marchés marchent sur la croissance et pas sur des profits qui sont plats. Et si on fait l'hypothèse que les profits n'augmentent pas cette année, on est à un price earning qui est, je prends les données de Shiller, qui est à près de 23. Aux États-Unis? Moi, je trouve. Aux États-Unis, oui. Sur le 23 sur le S&P. 22,7, j'ai regardé ça ce matin. Je fais confiance, évidemment. Mais sur les profits 2019. C'est pas monstrueux. Sur les profits 2019, si on considère qu'ils sont égaux à ceux de 2018. Alors, évidemment, s'ils augmentent de 10%, on aurait un chiffre qui serait inférieur. Mais quand même, ceci me fait penser que c'est terminé, qu'on est rentré dans une période. Est-ce que c'est déjà un bear market? Je ne sais pas. Mais le bull market, c'est terminé. Et si le marché monte, il baissera. On est rentré dans une zone de volatilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez, la volatilité, quand le marché monte, dans le fond, on peut vivre avec. Oui, c'est pas grave. Ça. Une volatilité sur un marché plat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dommageable. Et donc, je suis un peu inquiet. Pourquoi c'est plus dommageable? Parce que vous n'y gagnez pas en montant. Il n'y a pas cet espoir, effectivement. Vous avez la volatilité, ce qui fait qu'on ne peut pas être toujours placé là où il le faudrait. On a le risque sans le rendement. En moyenne, si on ne fait rien, on gagne quand même quelque chose. Sur un marché qui est plat, voire légèrement à la baisse, c'est différent. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est... les banques centrales, alors on a parlé de la Fed, mais la BCE aussi. Un mot avant de parler de la BCE. Donc, à vous écouter, le rebond sur les marchés actions a quasiment touché à sa fin. Alors, je ne sais pas s'il a touché à sa fin, mais à mon avis, il appelle une correction et on est rentré dans un marché en dents de scie, dans lequel il faut être bien malin pour gagner quelque chose. Parce qu'on manque de munitions, on manque d'arguments pour aller plus haut. On manque d'arguments, on a des marchés qui maintenant sont élevés, ils sont redevenus chers, avec des profits qui ont plus de chances de stagner que d'augmenter. Alors, il n'y a pas de miracle.
Bon, pardon, je vais couper sur la BCE, c'est intéressant parce que on a eu François Villeroy de Galhau, je crois que c'était vendredi, qui nous a dit, au gouverneur de la Banque de France, qui est évidemment membre de la BCE, du directoire, qu'elle est prête à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Alors, en langage policier de banquier central, je me suis dit qu'il était en train de nous dire qu'il n'y aurait pas de hausse de taux cette année, quoi. Je me trompe? Oui, je crois que c'est ce que ça veut dire. Il est possible qu'il y ait un compromis, parce que les banques se plaignent quand même énormément du taux de dépôt négatif, qu'il y ait un compromis sur le corridor entre le taux de dépôt négatif et le taux de refinancement à court terme qui est à zéro. Mais le taux de dépôt, c'est le taux auquel... C'est la taxe que les banques doivent payer pour que leurs réserves obligatoires, puissent dormir. Obligatoires, ça dit bien ce que ça veut dire, puissent dormir. Enfin, vous voyez, hein, ça c'est plutôt une cellule qu'autre chose. Logé dans les comptes. Donc il y a une taxe sur les banques et c'est quelque chose qui évidemment n'est pas extrêmement populaire du côté des banques. Dans une zone où c'est quand même encore 60% du financement, entre 60 et 65% du financement de l'économie qui passe par les banques. Donc il y aura peut-être un compromis là-dessus. Mais pour moi, ça dit deux choses. Que la première hausse de taux, c'est plutôt probablement en 2020, si jamais il y en a une. Et que deuxièmement, sur ce point qui n'a pas encore été discuté, de la politique de bilan, pour l'instant, la BCE garde son bilan intact. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des obligations qui tombent à échéance, elle les réinvestit. Alors que la Fed avait commencé à ne pas réinvestir les coupons. Sauf que la Fed maintenant va La Fed maintenant gèle son bilan. Arrière. Il est probable, c'est pas encore décidé, qu'elle gèle son bilan. Mais elle nous a préparé à ça. Ceci, si je comprends bien, nous dit que dans le débat sur est-ce qu'il va falloir commencer à réduire son bilan à un moment ou à un autre, au sein de la BCE, eh bien certains, dont François Villeroy de Galhau, mais je crois d'autres aussi, se disent c'est vraiment pas le moment de discuter de ça. Pour l'instant, on a un bon gros bilan qui nous aide à garder les taux d'intérêt à long terme bas, et on va le garder comme ça pour un avenir qui pourrait être de type japonais, où c'est peut-être pour toujours. Voilà. C'est ça, en fait, qu'on nous... Mais en même temps, est-ce que la croissance européenne mériterait, encore une fois, une réduction du bilan? On a vu l'impact que ça a eu aux États-Unis sur les spreads, mais sur les taux auxquels s'endettent les entreprises. On a eu quand même une hausse à ce niveau-là. Alors, certes, on est moins impacté parce que les entreprises aux États-Unis se financent plus sur les marchés que nous, mais quand même. Oui, enfin, les spreads de crédit se sont un peu écartés, mais ce n'était pas catastrophique. C'était plus sur le high yield. Et là, il y a du risque. Bon, le fait que les marchés repricent le risque n'est quand même pas une mauvaise chose pour l'économie. C'est mieux que de faire n'importe quoi parce que le risque n'est pas correctement pricé. Moi, je dirais que la prudence de la BCE, elle est plutôt liée au risque sur la croissance qu'au ralentissement de la croissance. Mais on est bien d'accord. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a tenu des propos, François Villeroy de Galhau, j'étais vraiment surpris. Il a dit que la croissance pourrait accélérer à partir du printemps ou de l'été. Alors, il a dit que c'était en France. En France, sous pas condition, de la zone euro. Sous condition effectivement qu'il n'y ait plus de crise des gilets jaunes, etc. Mais si les risques géopolitiques devaient refluer, Brexit, on a compris, mais quand même, une réaccélération de la croissance en France Oui, moi, ça me paraît tout à fait possible. On a une politique monétaire super stimulante. D'ailleurs, l'endettement français, il faut en dire un mot, grâce à cette politique monétaire. Au global, endettement global. L'endettement public et privé dépasse tous les records. On est à 313% du PIB, d'après les statistiques de la BRI, qui en plus datent du milieu de l'année dernière. C'est peut-être encore plus aujourd'hui. Je veux dire, c'est pour la zone euro qui est à 260 ou les États-Unis à 250, la France est un pays qui profite de cette politique monétaire extrêmement généreuse pour s'endetter à mort. Pour une croissance, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises. Pour une croissance qu'on n'aura même pas un 5 en France cette année. Alors, super. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même une politique budgétaire qui va nous apporter 3, 4, voire un demi-point de PIB en plus, et que les Italiens font pareil. Et qu'en Allemagne, les salaires accélèrent. Donc si avec on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, si avec tout ça, on n'a pas une réaccélération de la croissance, si jamais le premier trimestre n'est pas terrible, eh bien, ça serait surprenant. Donc moi, je pense que son hypothèse est tout à fait crédible. Maintenant, les risques, ils sont plus sur la zone euro. Et les risques sur la zone euro, c'est les risques sur l'Allemagne. Je pense que les risques sont beaucoup liés à ce qui se passe sur le commerce mondial. Et on revient aux taxes éventuellement de Trump sur les voitures allemandes. Qui serait fait ricaner en France, mais qui nous pénaliserait aussi dans un second temps, parce que c'est notre premier marché. J'écoute, j'ai compris et j'écoute ce que nous dit Éric Chanet. C'est toujours un bonheur de le recevoir. Revenez plus souvent. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Éric Chanet, économiste et puis évidemment conseiller de l'Institut Montaigne, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.